Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat pour mieux comprendre un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la chaîne de transmission du virus. Comment la stopper? Est-ce possible? Vendredi dernier, le Codeco a débouché sur des mesures contraignantes, certes, mais peut-être moins strictes que prévu. L'Horeca fermera plus tôt. Les boîtes de nuit seront à nouveau fermées. Le télétravail est obligatoire 4 jours par semaine, entre autres. Que disent les prévisions aujourd'hui? Tiennent-elles déjà compte du nouveau variant qui inquiète le monde entier? Et puis il y a cette autre question. Qu'a-t-on accepté de sacrifier ces derniers temps? Et sommes-nous prêts à sacrifier encore plus pour le bien commun? Avec nous pour en parler, Véronique Zana, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, avec nous également Jean-Christophe Goffard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du service de médecine interne et maladies infectieuses à l'hôpital Erasme. Éric Muraille, bonjour à nouveau. Vous êtes immunobiologiste à l'ULB et Raphaël Jungers, professeur en mathématiques appliquées à l'UCL. Merci à vous d'être là. Alors, je vais prendre le risque de voir l'émission se terminer en 20 minutes, puisque je vais vous poser la question de l'intitulé sur le synthé qui se trouve en dessous de nos visages. Comment stopper la chaîne de transmission du virus? Je vous la pose assez généralement, Éric Muraille, et puis après on entrera chacun dans les détails. Comment la stopper, cette chaîne de transmission? Peut-être que ça implique aussi de définir qu'est-ce que c'est. Oui, donc pourquoi est-ce qu'on a l'explosion? On peut peut-être commencer par ça. Donc, ce qui est documenté aujourd'hui, à la fois en Belgique, dans les rapports de Sciences Anno, et également à l'étranger, par toute une série de très grandes études en Israël, en Angleterre, c'est une chute de l'efficacité des vaccins. Une chute de l'efficacité des vaccins qui concerne essentiellement la résistance à l'infection. La résistance aux formes sévères, la protection contre les décès, elle est largement préservée. Mais pour pratiquement tous les vaccins, on a une chute assez dramatique de la résistance à l'infection. Et donc, cette chute de la protection des vaccins cumulée à une levée du masque, entre guillemets, dans les lieux publics ou dans certains types de manifestations, a amené dans nos pays à une augmentation assez importante du taux d'infection. Donc, pour faire face à ça et éviter la saturation des hôpitaux, il y a plusieurs types de mesures envisageables. La première mesure, sans doute la plus efficace, c'est la 3e dose. Donc on a toute une série d'évidences aussi, à la fois à l'étranger et chez nous, on pourra les redétailler, qui montrent que cette 3e dose a un impact très rapide. Ça a été notamment documenté en 7 jours. On a une réaugmentation très forte de la protection contre l'infection et de la protection contre les formes sévères. On remonte jusqu'à pratiquement 90%. Donc, en termes de réaction rapide, cette 3e dose-là est critique. Il y a également le fait d'essayer d'augmenter la vaccination en général des personnes à risque qui ne sont pas encore vaccinées. Et puis il y a toute une série de mesures au niveau social et au niveau structurel, qui, elles, sont pour le plus long terme. Il faut, je pense, à un moment qu'on parle dans l'émission du structurel, parce qu'on est dans une crise où on manage en urgence à chaque fois, alors qu'en fait, on est dans une crise qui dure depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on peut penser, je pense, au futur. Quand vous parlez du structurel, c'est la crise des hôpitaux, la crise des vocations infirmières, etc. Oui, donc il y a du structurel léger, comme par exemple augmenter la ventilation dans toute une série de lieux, augmenter la filtration, donc les mesures d'hygiène en général. Et puis effectivement, il y a toute la partie crise des hôpitaux qui était là déjà bien avant la crise du Covid. N'hésitez pas à me le rappeler, mais effectivement, il faut qu'on en parle, même si c'est un sujet plus ample et qui sort un peu du cadre de la question qu'on se pose. J'y reviens, Jean-Christophe Goffard. 2 éléments assez rapides viennent d'être évoqués. La 3e dose, encore faut-il mettre en place la logistique. Et puis, le masque, en sous-texte, il était dit que le fait qu'on l'a enlevé a un peu accéléré les choses et généré la situation qu'on connaît aujourd'hui. Si je résume, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Je suis tout à fait de cet avis dans le sens où la vaccination qui a été relativement bien implémentée en Belgique rapidement pour les 2 doses, le fait qu'on arrive vite en queue de dose et en perte d'efficacité par rapport à l'infection, mais aussi il y a une compensation du risque chez les vaccinés qui est tout à fait compréhensible. Nous retournons vers des contacts sociaux, etc., mais qui fait que l'on augmente au travers de ces contacts le risque d'être exposé au virus. C'est une des raisons pour laquelle je remets mon masque, même si je suis vacciné 3 doses, c'est qu'on est dans une situation critique de réaugmentation finalement du nombre de cas, d'arrivée de ce nouveau variant dont on ne connaît pas encore grand-chose en termes de contagion ni d'échappement potentiellement à la vaccination ou à l'immunité naturelle. Et donc, oui, il faut, en plus de ces vaccinations, en plus de la distanciation sociale, essayer de remettre en place
toutes les mesures non pharmacologiques qui permettent d'éviter d'être en contact avec le virus. Ça veut dire aussi diminuer les contacts sociaux, malheureusement. Et là, je suis tout en noir, vu que c'est très triste ce que je vous dis, là, évidemment. Ah, c'est un masque de protection et de deuil à la fois, d'une certaine forme de liberté. Véronique Zana, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit se mettre en place des dispositifs de façon spontanée. La chaîne LN24 a décidé spontanément aujourd'hui de mettre des plexis entre les invités. Ça n'était pas forcément le cas la semaine dernière. Des invités commencent à venir masquer. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on ne voyait plus. C'est intéressant parce que ça n'a pas été dicté comme une loi tombée d'en haut. Et pourtant, on commence à connaître assez bien la maladie, que certains pionniers donnent l'exemple et que petit à petit, les comportements changent. Qu'est-ce que ça dit, ça, et quel effet ça a, cette bipolarité de nos comportements au gré des saisons ? Alors, bipolarité, il faudrait peut-être pas occulter une dimension tiers, qui est celle de la créativité, les plexiglas, la manière d'envisager ce qu'on peut faire face à tout cet inconnu et face à cet ensemble de contraintes. Raphaël Junger, ce que disent les chiffres aujourd'hui ? Les chiffres, ils ne sont pas bons. On approche de 700 lits occupés en soins intensifs, 3500 personnes hospitalisées. Et donc, on est clairement dans une vague d'une ampleur qui surprend énormément de monde. Dieu merci, on n'a pas cette progression exponentielle qui fait que le système s'emballe, mais néanmoins, on a une croissance forte, constante donc, mais forte. Et clairement, nos hôpitaux sont, comme chacun sait, sous pression. Il y a une raison parmi celles très justes qui ont été évoquées, qui a été oubliée, il me semble, et je voudrais insister là-dessus parce que elle fait partie des plus importantes, c'est la saisonnalité. Cette vague, elle arrive parce que c'est la saison du Covid. L'année passée, le Covid est arrivé à peu près à la même époque. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Mais parce que on a peut-être... On pêche sans doute un peu par manque d'humilité à se dire oh oui, on pourrait contrôler ce virus en fermant les restos à 11h plutôt qu'à minuit. Mais il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas et je pense qu'il faut savoir rentrer ça dans l'équation pour attaquer le problème de manière constructive. Il faut savoir qu'il y a très peu de mesures pour lesquelles on a pu démontrer qu'elles avaient un effet sur la propagation du virus. Et je ne pense pas, pour être franc, que les mesures qui ont été rajoutées la semaine passée, aller fermer les restos à 11h plutôt qu'à minuit, les gens vont aller prendre le pouce-café chez eux, ils vont néanmoins encore prendre le métro le matin et donc se croiser lors de flux complexes. Et donc personnellement, je doute que cela va avoir un impact. C'était peut-être un premier pas, voilà, première annonce d'une salve de mesures qui, en tout cas c'est à ça qu'on a été un peu habitués, seront de plus en plus serrées. Noël, arrivant juste sur ce point de détail-là, fermer l'Horeca à 11h plutôt qu'à 1h, 2h, etc. On n'a pas l'impression que ça change grand-chose, peut-être que si, mais symboliquement, quelle est la dimension de ça d'après vous, Véronique Zana ? On vient instaurer une contrainte, donc de quelle manière est-ce qu'on peut se positionner par rapport à cette contrainte ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour rendre ça supportable ? C'est là la question. Oui, c'est-à-dire que d'après vous, vont se mettre en place effectivement des exutoires où on va aller faire la fête ailleurs, plus discrètement dans l'espace privé, c'est ce que vous dites. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de lien social ou de contact social qui devrait diminuer. Il me semble que ce n'est pas forcément dans ces termes. C'est de quelle façon le lien social maintenant peut s'exercer ? Avec le numérique, avec d'autres choses à créer, avec de la distanciation. Regardez l'exemple du salut, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On a vu autour du salut beaucoup d'autres manières de se développer que la bise. Oui, ne se faisant plus la bise. D'ailleurs, on en parlera avec notre invité tout à l'heure, juste après la pause. Je reviens à vous, Raphaël Jungers. Sur notre antenne, Georges Hilkinet disait, il y a 3 jours, les chiffres qu'on avait, les prévisions qu'on avait 6 jours plus tôt, les pires ne correspondent pas, étaient bien atténués par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. Donc là, ça remet un peu en doute l'argument de la saisonnalité dont vous parlez. On pouvait s'attendre à certaines choses, mais peut-être pas à une certaine dimension. Pas le moins du monde, au contraire, ça va complètement dans mon discours, c'est qu'on ne maîtrise pas ce virus comme nos gouvernants essayent de le faire croire. Et je comprends, donc il y a toute une dimension psychologique derrière, ils essayent de chercher l'adhésion, ils ont peur, ils paniquent, parce que la situation est catastrophique malgré tout ce qu'ils ont mis en place. Et donc on ne peut pas prédire l'évolution du virus à 7 jours. Ce virus suit la saison
que nous ne maîtrisons pas. Il y a des phénomènes complexes de météo, mais également d'autres que l'on ne comprend pas bien. Et donc, on s'attendait peut-être à ce que le virus émerge un mois avant ou un mois plus tard. Ça, on ne le maîtrise pas. Mais donc, je voudrais insister, ça ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut rien faire du tout. Effectivement, il faut faire quelque chose. Mais il faut quitter ce dogmatisme et cette manière de matraquer la population en leur disant « vous êtes responsable et vous pourriez, si vous vous comportez mieux, éviter le virus ». Non. Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement? La ventilation, on l'a cité, c'est capital. On le sait. Beaucoup plus que les masques. On reviendra aux différentes mesures mises en place. Vous pouvez les lister rapidement et on y reviendra. Ventilation, test rapide, 3e dose et quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté. Je suis content qu'on commence à le dire. Éric Murail l'a dit. Il faut attaquer la racine de cette crise, c'est l'infrastructure hospitalière. Il faut arrêter de dire que le long terme, c'est pour demain. Non, le long terme, c'est maintenant. Je perçois le signal et effectivement, je me rends compte que ce n'était pas prévu, mais qu'il faudra absolument y revenir. Juste pour qu'on sache bien d'où vous parlez, voilà quelque chose que vous disiez déjà sur notre antenne en février dernier et que vous êtes revenu dire il y a 2 mois. Le citoyen ne se rend pas compte qu'un modèle doit être manipulé avec précaution, je vous cite. On y insère les données que l'on pense représentatives de la maladie. Or, le problème de la modélisation est qu'on ne peut pas tout prendre en compte. Et de fait, vous avez tendance à dire, le politique ne peut pas complètement prendre appui sur la modélisation. J'ai envie de vous répondre, il faut bien qu'on ait quelque chose entre les mains pour décider, pour analyser une situation. Oui, tout à fait, mais il faut prendre ces modèles avec précaution. Et avec recul. Et le problème, c'est que depuis le début, ces modèles ont surestimé le risque. Et donc, à l'époque, en février, je réagissais à cela en disant, écoutez, il ne faut pas non plus prendre des mesures délétères pour la population sous prétexte que ce sera Armageddon dans 2 semaines. Le problème maintenant, c'est que ces modèles, pour la première fois, ont apparemment sous-estimé le risque. Et donc les politiques se sont dit, moi, ma foi, ça va. D'habitude, ils surestiment, et là, ils nous disent qu'on va être plutôt cool. Et donc maintenant, dès que j'ai observé cela, moi je disais, non, ces modèles ne savent pas prédire, il se pourrait également qu'ils sous-estiment le risque. Ils sont truffés d'hypothèses. Exactement. Éric Murail, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais juste relativiser un peu les propos ici. Donc c'est clair que ces modèles ne sont pas faits pour avoir une prédiction fine au jour le jour, à la semaine. Par contre, ils sont faits pour éclairer, entre guillemets, le politique et essayer d'explorer un peu les possibles et donner un peu une cartographie de ce qu'on peut faire. C'est un peu l'équivalent d'un GPS. Je crois que le GPS donne une idée de la cartographie. Par contre, si on conduit en regardant son GPS, ben on va se prendre un mur, c'est évident. Donc le problème ici qu'on a avec la crise, mais ça s'est développé au fil du temps, c'était très important dès le départ d'avoir toute une série d'outils pour ne pas naviguer uniquement à vue, par exemple en ayant uniquement les chiffres des hôpitaux. Maintenant, on a quand même déjà beaucoup de chiffres qui suivent très bien. Il y a eu une énorme implémentation en une année au niveau de la capacité de testing. Donc on est quand même capable maintenant d'anticiper en partie les chiffres des hôpitaux, au moins sur 1 semaine ou 2. Mais effectivement, on ne peut pas faire des prédictions à long terme, ni uniquement se baser là-dessus. Ça, c'est clair. Bon, allons-y, le GPS, vous avez commencé à filer la métaphore routière. Allons-y avec une autre métaphore que vous utilisez dans une lettre ouverte qui est parue dans Le Vif et que j'invite les téléspectateurs qui seraient intéressés à lire. Vous parlez de la ceinture de sécurité, qui est en soi effectivement une mesure liberticide, le fait de l'imposer, mais pour le bien général, on peut comprendre que ça réduise les risques. En quoi vous faites le parallèle avec la situation qu'on vit maintenant et la politique vaccinale telle qu'elle est menée en Belgique ? Donc il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Je pense qu'on pourrait par exemple lier Il y a eu un certain non-dit, je pense, dans la politique vaccinale, notamment dans le fait qu'on a refusé d'aborder le problème des choix et des sacrifices individuels qu'on est censé consentir pour se protéger contre ce virus. Donc il faut rappeler que ce virus n'a pas qu'un impact sur les individus, même les gens qui ne sont pas infectés vont souffrir de ce virus, notamment par le coût des hospitalisations, le coût des lockdowns et ainsi de suite. Donc on est face quand même à quelque chose qui est un problème collectif. Et donc, pour répondre à ça, on a effectivement les solutions technologiques, et l'Europe a beaucoup compté sur les vaccins, finalement, quand on compare avec d'autres pays. Il y a beaucoup de pays, notamment les pays asiatiques, qui n'ont pas du tout attendu les vaccins, qui ont pris des mesures très fermes dès le départ, avec des gros sacrifices individuels. Et rétrospectivement, même si on peut critiquer le choix autoritaire de ces décisions-là, elles ont quand même payé. Si on regarde maintenant avec un recul d'1 an, au niveau économique ou même au niveau social, si on prend des pays comme la Nouvelle-Zélande, le pari a quand même été gagnant. Et il y a eu une acceptation de la population. Là, vous vous basez sur cette étude comparative pays à pays. Depuis 1 an, on commence à voir quelles sont les stratégies qui ont été payantes. Et vous dites que celle du confinement, par exemple, de la fermeture, a payé.
Alors, il faut bien mettre en évidence que cette stratégie de confinement fort a payé parce qu'elle a été prise très vite. Les pays qui ont fait des confinements forts, il y en a eu, mais quand ils l'ont fait trop tard, ça n'a plus servi à rien. Donc c'est une stratégie qui était payante quand il y avait très peu de cas, quand il y avait des clusters. Et là, la capacité à bloquer la circulation, à tester, à tracer les clusters a été tout à fait payante. En Europe, on n'a pas du tout eu cette réaction-là, alors qu'on était, par exemple, en février 2020, on savait qu'il y avait déjà 80 000 cas en Chine. On n'était plus face à une petite épidémie, on savait que ça allait arriver chez nous. Oui, là, je ne suis pas d'accord. Hein. Enfin, il y avait en tout cas une forte probabilité que ça nous arrive. Donc vous parlez de la Nouvelle-Zélande, qui est un tout petit pays insulaire, qui est facile à isoler. Et ma foi, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été la catastrophe là. Mais regardons son voisin australien, qui a appliqué une stratégie zéro Covid. Et effectivement, pendant tout un temps, ils ont eu moins de cas de Covid. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'il s'agit d'une zoonose, d'un coronavirus qui se transmet facilement et qu'on n'arrivera pas à éradiquer. Et maintenant, je pense que personne n'ira dire que l'Australie est dans une bonne situation sanitaire, mais également sociétale, avec des conflits énormes où les gens n'en peuvent plus et où ils ne sont pas arrivés à éradiquer ce virus. Et donc, ils font face maintenant à des problèmes que nous avions il y a un an ou deux. Il faut aussi, si on entre là-dedans, ça peut être compliqué, mais certains pays ont fait des très bons choix au début qui, après, ont pu ne pas être payants, au sens où les choix dépendent vraiment de la situation. Par exemple, dans le cas des pays asiatiques, il y a eu des très bons choix de lockdown au départ, mais ces lockdowns, par exemple, ont amené la population à penser que ce type de stratégie pouvait être menée en permanence et que le vaccin n'était pas obligatoire. Il y a une question de culture qui se pose aussi et qui fait qu'on est plus ou moins prédisposé à subir certaines mesures. Véronique Zana, il s'est dit énormément de choses là, notamment quand même cette hésitation entre bien commun et bien individuel. C'est vrai que ça a mis ça en évidence, cette pandémie. Alors, effectivement, il faut trouver comment tricoter le collectif et l'individuel et savoir comment se positionner par rapport à tout ça. Et la notion de responsabilité, c'est pas la culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et de quelle façon l'individu, maintenant, avec ce nombre de contraintes et sortir de la fantasmatique du tout contrôle, comment est-ce qu'on peut se positionner entre ce qui se passe au niveau du collectif, les règles qui sont données et sa part d'individualité? Pourtant, on a parlé de réaction étatique, je pense à la Chine notamment, où la volonté du tout contrôle était là, avec une population qui, en tout cas de loin, semblait y répondre. Alors la Chine, ce qui est quand même assez amusant, c'est que cette histoire de masque et l'identification du visage, on a parlé de liberticide, finalement, le liberticide peut emmener vers un autre volant de liberté maintenant. Vous voulez dire que la Chine était dans un courant de reconnaissance faciale et de notation de ces individus et que le fait d'obliger la population à être masquée retarde un processus de surveillance. Oui, mais c'est presque un effet aléatoire, je dirais. Vous souhaitiez... Je voulais juste préciser, l'autoritarisme n'a pas été, dans les analyses que je citais, cité comme un élément déterminant pour une politique efficace. Ah, c'est important de le dire, oui. Donc, vous avez des pays qui sont très autoritaires, qui ont essayé d'avoir une politique volontariste et qui en fait n'ont obtenu aucun résultat parce que leur autoritarisme était aussi associé à un manque de confiance de la population. Donc, ce qui ressort des études, c'est qu'en fait, il n'y a pas un élément déterminant. Il fallait généralement une réponse rapide, une réponse guidée par la science. Ça avait l'air d'être un élément crucial aussi. Une capacité de prendre des mesures. Donc on a vu par exemple que des pays plus en fédération, comme par exemple les États-Unis, où le pouvoir central n'est pas capable d'appliquer, d'imposer en tout cas, des mesures au niveau des différents États. Ça compliquait généralement les choses, ça menait à une gestion assez chaotique. Mais on a également vu que les populations qui ont une culture de base plus collectiviste et donc qui ont plus tendance au sacrifice individuel, et qui sont face à un gouvernement dans lequel ils ont confiance, eux ont tendance à suivre. Donc il faut à la fois la confiance et la culture collectiviste quelque part. Donc le gouvernement a aussi un impact. Il ne peut pas se contenter d'être autoritaire. La population doit avoir confiance et le gouvernement doit se justifier en permanence de manière sensée. Voilà qui rebat les cartes d'un certain nombre de préjugés qui ont émergé pendant le début de la gestion de cette crise. Et puis on reviendra aussi à la question des frontières qui se pose avec encore plus d'insistance. Aujourd'hui, on fait une brève pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Deuxième partie de ce Pour Info dédié à la chaîne de transmission du virus. Et nous venons de joindre par appel vidéo professeur Fabienne Glowacz. Bonjour.
Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Liège et directrice par ailleurs de l'unité de recherche adaptation, résilience et changement, toujours à l'Université de Liège. D'adaptation, il est bien question aujourd'hui, on en parle. L'apparition d'un nouveau variant et les conséquences qu'on imagine aujourd'hui impliquent qu'il va sûrement falloir à nouveau réduire nos contacts d'une façon ou d'une autre, mais jusqu'à quel point sera-t-on capable de le faire? Je crois que dans le soir, une étude à laquelle vous faisiez référence, mais c'est déjà lointain, c'est la semaine dernière, alors beaucoup de choses ont changé. L'étude faisait apparaître que les Belges n'avaient a priori pas tant que ça la capacité en eux de réduire ce qu'on appelait la bulle avant. Que dit la littérature des Belges? Ont-ils encore les ressources pour réduire spontanément, maintenant, dès aujourd'hui peut-être, leur vie sociale? Donc peut-être tout d'abord recontextualiser, si vous voulez bien. Donc, je crois que la population actuellement, étant donné le contexte actuel, est prête à accepter des mesures. Et même s'ils ont été en état de choc par la rapidité des annonces et le manque d'anticipation par rapport au fait qu'il y aurait de nouvelles mesures aussi rapidement. Et il faut se rappeler qu'elles ont quand même, la population a une expérience de se soumettre à ces contraintes. Et ça a été un réel coup psychique, parce qu'il y a eu quand même, on a pu démontrer au niveau de toutes les études, le coût au niveau de la santé mentale, la détérioration au niveau de santé mentale, la détresse psychologique de la population. Donc on a quand même cette expérience-là. Et il est vrai que s'il y a une certaine réceptivité, une acceptation par rapport à certaines mesures qui touchent le collectif, au niveau de la sphère privée, eh bien, il y a quand même ce besoin de maintenir un espace au niveau de la sphère privée, au niveau de la sphère intime, de liberté, de gestion des contacts qui sont essentiels au niveau du bien-être. Alors ça, les études l'ont montré, c'est que effectivement la résilience, donc le fait de pouvoir traverser cette crise qui est longue, c'est de pouvoir préserver, maintenir des contacts sociaux et également des contacts intimes. Alors peut-être un autre élément, je vais faire référence à un domaine d'expertise qui est la psychologie criminelle, où on a des modèles de gestion du risque qui reposent sur la gestion du risque et la mise en place de traitements qui vont répondre à cette diminution, cet objectif de diminuer les risques. Et le tout, c'est d'avoir une réceptivité par rapport à ces traitements. On est un petit peu dans cette même situation. Et ce que nos modèles nous ont montré, c'est que d'une part, ce modèle qu'on appelle risque, besoin, réceptivité, vont être d'autant plus efficaces si l'on prend en compte les besoins en termes de bien-être de la population. Donc, ils ne vont pas nécessairement viser la gestion de diminution du risque de manière directe, mais qui vont viser le bien-être de la population, des personnes. Et donc, je pense qu'il y a quand même dans cette gestion du risque qu'on est en train de mettre en œuvre, de réactiver, parce qu'on l'a déjà mis en œuvre, c'est de prendre également en considération dans l'équation le bien-être psychologique, la santé psychologique. Oui, ce n'est pas à mettre au second plan. Retour un instant en plateau. Jean-Christophe Goffard. Donc on a, dit-on, une population qui est quand même assez capable, assez malléable maintenant, et capable de comprendre ce qu'il faut qu'elle fasse à nouveau. Et votre apparence en est l'illustration là. Malgré tout, il y a quand même une difficulté d'anticipation. Là, on le voit avec le nouveau variant. Faut-il qu'on attende les 2 semaines ou les 100 jours pour commencer à agir? Ça, c'est un peu quand même la marque de fabrique de la gestion de cette crise. Moi, je suis un bête clinicien qui est sur le terrain avec des patients qui sont de plus en plus hospitalisés, avec des ressources limitées aux soins intensifs, avec des infirmiers à bout, avec des médicaments toujours pas remboursés malgré le fait qu'ils soient dans les recommandations de Cienzano. Et donc, au jour le jour, on voit des gens mourir, on voit des gens aller aux soins intensifs et on voit des gens qui s'accumulent dans nos salles. Le problème, c'est que, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne suis pas un expert pour décider ce qu'il faut en termes de confinement, etc. Je sais simplement que si on n'anticipe pas, que si par malchance, ce variant Omicron est tout aussi pathogène que l'autre et échappe à la réponse immunitaire, ce que l'on craint, eh bien, nous irons plus vite dans le mur que ce qui est anticipé encore. Et donc, quelque part, oui, nous devons anticiper une potentielle catastrophe. Et j'espère de tout cœur que ce variant Omicron sera un bête rhume et qu'il nous permettra éventuellement une sortie de crise par le haut. Mais je n'en sais rien et personne n'en sait rien à l'heure actuelle. Donc un peu d'anticipation est nécessaire parce que nous sommes déjà en situation critique. Et pitié, les médicaments. Je ne comprends pas que le gouvernement ne s'attale pas au remboursement de médicaments qui modifient le pronostic des patients.
Fabienne Glovac, j'en reviens à vous. Donc là, on a parlé de la gestion des risques, puisque vous avez mis ça sur la table. Et puis, il y a aussi un autre sujet sur lequel vous avez travaillé et qui a un peu circulé dans notre conversation avant qu'on vous joigne, c'est le salut. La bise qu'on se faisait, on s'est rendu compte que ça pouvait être transmetteur de virus au pluriel, mais également de celui-là dont on s'occupe aujourd'hui. Et on se rappelle, au début, en grande pompe, on nous présentait le namasté, le tchèque, le salut du coude, du pied, que sais-je. Qu'en est-il resté? J'ai l'impression que là encore, pour faire le lien avec votre propos de tout à l'heure, entre sphère publique et sphère privée, il y a de grandes différences. C'est ce qui me semble avoir observé, en tout cas. Et on peut dire également qu'il y a différentes étapes et phases dans la crise. On a effectivement, en quelque sorte, dans un premier temps, abandonné la bise, en tout cas repensé et remis en place la bise ensuite dans certains endroits. Par exemple, au niveau professionnel, chacun a pu choisir des codes qui pouvaient passer par la bise, mais pouvaient aussi passer par d'autres modalités. Au niveau privé, il faut rappeler quand même que les contacts physiques sont également essentiels pour le réconfort, la sécurité affective. Et ce qui est quand même intéressant de relever, c'est qu'au travers de toutes les générations, des comportements de substitution ont été mis en place et s'inscrivent vraiment dans les nouveaux codes sociaux, notamment le check par point, un point contre point. On peut voir effectivement des personnes âgées avec de plus jeunes se saluer au travers ce geste qui a vraiment pris place dans les différents environnements et cela peut effectivement se substituer à la bise, mais c'est quand même important de pouvoir également maintenir des espaces où ce baiser est présent et témoigne non seulement de l'affection, mais également de contacts intimes qui participent également au développement et au bien-être de chacun, des enfants, des adolescents, de tout un chacun. Véronique Zana, juste un instant, ça crée quand même des situations particulières où certaines fois on hésite, c'est la gênance, oserais-je dire. Vous allez là encore me dire que c'est un espace de création et d'invention d'autres solutions. Absolument. C'est là où c'est l'occasion de tester, de mettre en place cette mutation culturelle et de se laisser aller ou pas en fonction de sa propre position, de sa place. Jean-Christophe Goffard, en mai dernier, vous étiez co-signataire d'une lettre ouverte adressée au Premier ministre où vous lui disiez qu'il fallait mettre en place un passeport vaccinal. On parlait plutôt de ça à l'époque, pas encore de Covid safe ticket. Vous incitiez vraiment pour que vous présentiez ça comme une des solutions possibles. Est-ce que vous êtes toujours aussi enthousiaste quant à l'efficacité de cet instrument? Certainement pas. On était tout à fait enthousiaste sur le fait qu'il fallait pousser les gens à se faire vacciner, d'une part pour pouvoir diminuer le risque, parce qu'on parle toujours de réduction du risque, pas d'annihilation du risque, que les choses soient très claires. Par la vaccination, par les tests, on n'annule pas totalement le risque. Donc l'intitulé de cette émission est un peu faux. Casser, stopper la chaîne de contamination, ça évidemment que c'est un leurre. Raphaël Jungers l'a rappelé tout à l'heure. C'est une façon un peu simple de parler, quoi. Tout à fait, on n'a pas éradiqué de virus de la surface du globe à part la variole. Donc globalement, je ne pense pas qu'on y arrivera avec ce virus-ci, mais on doit réduire au maximum les risques de transmission et avoir une adaptation jour le jour avec l'état d'évolution des connaissances. C'est pour ça d'ailleurs que ce passeport vaccinal ou ce passeport par rapport au test, parce qu'au départ était une manière de se dire comment relancer des activités sociales en diminuant au maximum le risque pour des personnes qui finalement étaient récemment vaccinées avec une souche différente qui circulait que la souche actuelle. Dire que c'est devenu un Covid safe ticket qui n'a en effet rien de safe en tant que tel, surtout à l'heure actuelle où l'efficacité de la vaccination diminue en termes d'acquisition du virus, c'est très différent. Donc la vérité dans une épidémie, elle a une durée de vie courte. En science toujours, elle évolue, mais c'est le cas pour plein de choses où on changera d'avis. Évidemment. Raphaël Jungers, vous n'êtes pas masqué, donc j'ai pu voir votre mimique qui était, quand on disait que Covid Safe Ticket n'avait de safe que le nom, un véritable oui d'approbation. Vous êtes d'accord? Un soulagement. Franchement, je me réjouis d'entendre Jean-Christophe Goffard dire cela. Oui, appeler ça un Covid Safe Ticket, c'est mentir à la population. Il faut savoir que aujourd'hui, si vous prenez 1000 vaccinés et 1000 non vaccinés, ils vont aller se faire tester. En moyenne, parmi les vaccinés, vous allez avoir
1 qui va se faire tester positif, parmi les non-vaccinés 1,5. Donc on arrive dans une situation où, lorsque vous allez dans un endroit qui est réservé aux vaccinés, vous n'avez ni plus ni moins de chances d'être en contact avec le virus que dans le métro ou autre part. Donc c'est un mensonge que d'appeler ça le Covid Safety Kit, et c'est dangereux. Et effectivement, on donne aux gens un sentiment de liberté. On sait maintenant que ce vaccin n'empêche pas la contamination, et on le savait dès le moment où ce Covid Safety Kit a été mis en œuvre. Et donc, en faisant ça, on fait souffrir la population, on rajoute des mesures, on participe à l'illusion de contrôle. Souffrir à l'entrée d'un cinéma, on me déchire mon ticket, je présente mon Covid Safety Kit, j'ai pas l'impression d'en souffrir. Parce que vous l'avez, mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire de sport à l'heure actuelle, alors qu'on est dans une maladie où l'obésité est un des facteurs clés. Il y a des gens à qui on refuse d'aller faire du sport. L'argument avancé, c'est si vous ne souhaitez pas être vacciné, payez-en le prix individuellement. Oui, ça, vous n'êtes pas sensible à ça. 50 € pour une partie de squash, ça commence à faire cher quand même, hein, si vous voulez rester en bonne santé. Vous parlez du prix du test. Et je parle du prix du test, bien sûr. Mais donc, on loupe l'objectif en faisant ça. Je termine 30 secondes. On essaie de vacciner tout le monde, alors qu'on voit bien que ça n'empêche pas le virus de circuler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se focaliser sur les personnes à risque, comme nous le disons depuis des mois. Et à cause de cette vision dogmatique selon laquelle vacciner tout le monde va nous sauver, on arrive à en oublier les personnes à risque. Aujourd'hui, on a pu donner la 3e dose qu'à 1 300 000 personnes, alors qu'il y a beaucoup plus de personnes de plus de 65 ans. Au fond, c'est ça que ça veut dire l'intitulé de cette émission. Comment stopper la chaîne de transmission du virus, c'est surtout comment éloigner les personnes à risque dans un premier temps de cette fameuse chaîne de transmission. Juste une réaction. Les personnes non vaccinées prennent des risques en ayant des contacts sociaux. C'est ça aussi le message qui est important. C'est se dire j'ai été testé donc je peux participer à un événement. C'est faux et ça les met en danger. Ils sont en danger là pour leur propre santé, c'est-à-dire de faire des complications du SARS-CoV-2. Oui, mais là encore, du coup, c'est aller à l'hôpital, c'est aller aux soins intensifs. Du coup, c'est différent. Le sentiment de sésame que peut donner le Covid Safe Ticket n'a pas de sens pour quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et puis si on voulait réfléchir au mot, mais on n'a pas 15 ans pour faire une émission philosophique, le terme ticket qui a peut-être été ajouté pour éviter le terme vaccinal et donc le caractère légal qu'aurait eu cet instrument, là aussi est quand même assez étonnant. Covid Safe Ticket. Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Murat? Et vous aussi, vous pensez que ça a créé une libération des comportements et donc une augmentation des risques de contamination? Je crois qu'on a en partie dévoyé un outil qui était utile, mais qui n'aurait pas dû être utilisé comme ça. Donc je voudrais juste rebondir sur l'idée que, dès le départ, on savait que le Covid Safety Kit n'allait pas, entre guillemets, protéger contre les infections. Ça, je pense que c'est faux. Si on prend les données que Sun Sano vient de publier vendredi, en juillet, je pense, on avait un taux de protection à l'infection qui était de 90% en Belgique, chiffre belge. Donc c'était raisonnable. Maintenant, on a un taux de protection qui, pour le vaccin Janssen, est à 13%, donc qui est ridicule. Pour les vaccins ARN, qui tournent autour des 40-50%. Donc effectivement, il y a eu une chute conséquente de la protection. À laquelle on pouvait s'attendre, vu les données qu'on a d'Israël, par exemple. Deux doses, oui. Hein. 2 doses. Important de dire, parce que 3 doses, ça change tout. Non, 2 doses, tout à fait. Mais ça a été dit au début, Éric Murat, il a dit. Les 3 doses changent. Mais donc, je dirais, la grande erreur, ça a été, il y a 2 mois, de ne pas rectifier le tir et de ne pas avertir les gens qui étaient vaccinés, qui avaient ce Covid Safety Kit, qu'ils avaient quand même un risque de se réinfecter et d'infecter les autres également, et de transmettre l'infection. Donc je pense qu'il aurait dû y avoir, de la part du politique, une prise en considération des données, des études publiées d'autres pays, et des données qui étaient en train déjà de remonter en Belgique. On savait que l'immunité baissait, hein, et d'ailleurs on a été très prompt pour pointer la baisse de l'immunité naturelle. Dès le début, hein, et nos dirigeants ont limité à 6 mois la validité de l'immunité naturelle pour le... Pourquoi ne l'a-t-on pas fait pour le vaccin? Parce qu'on refuse de voir la réalité en face. Et on voulait voir dans ce vaccin la lumière au bout du tunnel. Alors qu'on savait ce winning, hein, il y a des papiers qui étaient très objectifs de l'université d'Oxford, avant même que le Covid Safety Kit soit mis en place, qui pointaient la faiblesse en particulier par rapport au Delta, mais des taux de protection qui diminuaient dans le temps avant. Oui, ce que disait la littérature scientifique beaucoup, c'est que très vite il est apparu la nécessité d'un booster, à savoir d'une 3e dose, et que ça devenait le parcours vaccinal complet. Juste avant la page de pub, Véronique Zana, on se rend compte que là il y a quand même encore une fois une contradiction entre il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, le Covid Safety Kit, et cela dit quand même, on vante pour nous encourager à nous faire vacciner l'effort collectif. Là encore, c'est une contradiction difficile à gérer.
Oui, les contradictions, il faut savoir de quelle manière les prendre. Et on a parlé un peu de vérité, elle est sans doute entre les deux plans. Alors, on allait clôturer, mais je crois que Fabienne Glovac avait quelque chose à dire avant qu'on passe à la publicité. Dites-moi. Oui. Si vous permettez, donc, ce qui est important au niveau du groupe d'experts psychologie Corona, ce qu'on revendique, c'est qu'on abandonne le mot safe, parce que c'est le mot safe qui pose problème, car ça amène une représentation du CST comme étant le sauveur, comme permettant et limitant, je dirais, la diffusion, alors qu'il est important de rappeler que c'est une complémentarité de mesures qui vont, ce sont les gestes barrières avec la vaccination, et que cette manière de nommer les choses amène une représentation collective aussi, qui a finalement été assez délétère aussi par rapport à l'abandon de certains gestes barrières qui restent nécessaires. Les gestes barrières dont on a parlé en tout premier lieu, dès qu'on a commencé tous à comprendre quelle était l'identité et la nature de ce virus, reviennent en fin de course comme a priori la solution unificatrice de tous ces instruments qu'on a à disposition. On tourne une brève page de pub, on se retrouve tout de suite après. Troisième et dernière partie de ce Pour Info dédiée à la chaîne de transmission du virus. On a intitulé cet épisode de Pour Info « Comment stopper la chaîne de transmission du virus ?» Nous étions évidemment conscients que ça n'est pas tout à fait possible, même si quand même ça sous-entend qu'il peut y avoir des stratégies à court et à long terme. Et c'est bien sûr ça que vous souhaitiez réagir, Éric Muraille. Oui, donc je voudrais rappeler qu'on n'éradiquera jamais ce virus et on n'empêchera pas sa circulation dans les années à venir. On a fait ça pour pratiquement aucun agent infectieux jusqu'à présent. Donc il faut réduire actuellement les chaînes de transmission pour soulager les hôpitaux, éviter la saturation, réduire le report des soins. Ça, on va en parler dans la suite de l'émission. Mais sur le long terme, il faut apprendre à vivre avec le virus, et la seule manière de vivre avec ce virus, c'est en fait de construire une immunité chez le maximum d'individus. Vous parlez d'immunité naturelle, collective, vaccinale, un peu tout ça? Dans les deux cas, la naturelle et la vaccinale, on va avoir la construction d'une immunité. Et donc, au cours du temps, que les gens se fassent vacciner ou non, on va avoir cette construction de l'immunité parce que le virus circule. Mais je veux vraiment insister sur le fait que ce à quoi sert un vaccin, c'est à réduire le coût de cette immunisation. Le vaccin permet d'obtenir une protection à un coût qui est bien moindre que l'infection naturelle. Vous parlez de coût en termes généraux, métaphoriques, je parle de coût individuel en termes de maladie pour les individus, mais également de coût pour la société, sachant que les individus qui sont malades ou même qui décèdent ont un coût pour la société en tant que telle. Véronique Zana, dans ce concept de chaîne de transmission, il y a quand même un truc assez étonnant qu'on a découvert petit à petit, c'est que sans le savoir, on est tous liés, et les virus circulant d'un organisme à l'autre le montrent, et en même temps, c'est précisément au moment où on comprend ça qu'on nous demande, à nouveau, l'automne arrivant, de faire une rupture dans cette liaison qui ne nous semblait pas si évidente que ça. Alors rupture, liaison, encore une fois, on est sur des termes assez radicaux. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'on est en train de les faire évoluer, les adapter. Et le numérique, l'invention de chacun pour maintenir ces liens est extrêmement vive. Hein. Ces temps nouveaux, hein. D'ailleurs, on n'arrête pas de le parler, de ce temps, de prendre le temps de passer à autre chose. C'est quand même extrêmement intéressant. Bon, on en vient à la dernière partie, le dernier thème qu'il semblait important d'aborder. Il a émergé au fur et à mesure de nos conversations. Je me tourne vers vous, Jean-Christophe Goffard. On va faire tout notre possible pour soulager les hôpitaux maintenant. Quid de demain? Il ne faudrait pas quand même qu'apprenant à vivre avec le virus, comme ça a été dit, on apprenne aussi à vivre avec cette menace brandie de la saturation des hôpitaux à chaque fois. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Il y a une crise profonde dans les hôpitaux depuis longtemps par rapport aux crises de vocation des infirmiers et infirmières. Un travail éminemment intéressant, profondément humain et qui pourtant est mal valorisé, donne des horaires qui sont compliqués et difficiles sur le long terme parce qu'il y a une empathie qui est constante, mais il faut aussi avoir sa propre empathie pour soi-même, son autocompassion qui est nécessaire pour pouvoir supporter des situations émotives très très compliquées, exacerbé parce que le numérique, etc. Je me souviens des premières scènes où les patients décédaient avec des tablettes, avec l'infirmier qui tient la tablette, qui pleure en même temps que le patient, qui dit au revoir au reste de sa famille, qui ne peut pas le voir. Je vous jure que psychologiquement, c'est compliqué. Et on ne peut pas faire l'économie de se dire que ce métier
ne peut pas être revalorisé, de se dire que l'hôpital doit être rentable comme les autres. Un hôpital, pour être rentable, il doit opérer, il doit faire des actes, il doit faire ce genre de choses. Accompagner quelqu'un qui meurt, lui annoncer qu'il a un cancer, ce genre de choses-là, ça ne rapporte pas. C'est horrible de dire ça. Vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes depuis si longtemps? Ça ne rapporte pas. Donc c'est le système de facturation des soins qui ont été effectués a posteriori qui, selon vous, n'est pas bon pour faire fonctionner l'hôpital puisque ça crée un déblaiement du point de vue du personnel. De nouveau, je ne peux pas me montrer en expert là-dedans. Mais vous avez une connaissance du terrain. Je trouve ça très compliqué de se dire qu'on ne peut pas prendre du temps pour annoncer des choses qui sont compliquées, pour donner du soin. Donner du soin, ça n'est pas que faire des actes. Pourquoi on ne prend pas ce temps-là? Parce qu'il faut enchaîner les opérations et les actions médicales, c'est ça que vous dites? Alors, je ne veux pas mettre en opposition l'acte médical, parce que là, pour l'instant, c'est ça qui est problématique. Il est plutôt nécessaire. Malheureusement, il y a des cœurs qui sont reportés, il y a des opérations du côlon, de cancer du côlon, etc. On reporte des soins parce qu'il faut prendre en charge l'urgence, qu'on ne va pas dire à la personne qui étouffe, non, j'ai un cœur à opérer, je ne vais pas vous intuber, je ne vais pas vous mettre aux soins intensifs. Donc on ne veut pas faire ce type de choix-là, mais ils sont problématiques à long terme, évidemment. Donc je ne veux pas opposer les deux choses, mais je veux que l'on sorte du côté probablement de rentabilité nécessaire de nos structures hospitalières qui ont toutes souffert malgré une solidarité énorme entre les hôpitaux publics, privés, universitaires. On a tous été hyper solidaires et dans le même bain. Et ça a été malgré tout la note très très positive de ce Covid, c'est cette solidarité médicale qui a pu se développer. Éric Murail, c'est vous qui avez soulevé le premier lors de cette émission cette question-là. Il vous semblait important de parler des réformes structurelles nécessaires. Vous aviez peut-être un point de vue sur la question. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aller plus loin. En fait, le problème de la rentabilité de l'hôpital, la manière d'estimer cette rentabilité, elle est définie par la manière dont on voit le service santé en tant que tel. Donc, à l'heure actuelle, ce qui prédomine, à mon sens, c'est le fait que quand on fait un acte médical, on estime sa rentabilité par rapport à ce que la personne paye. Et donc, effectivement, il y a des actes médicaux qui sont rentables, d'autres qui ne sont pas rentables. Et on est vraiment dans une logique où on estime au niveau individuel ce que ça rapporte. Ce que la crise ici nous a rappelé, et je parle de rappeler parce que c'est quand même quelque chose qui était bien présent dans la vieille littérature, c'est que la santé conditionne tout, c'est-à-dire l'éducation, l'économie, la culture, tous ces secteurs-là dépendent. Si vous avez une épidémie, tout s'arrête. Donc on ne peut pas estimer, particulièrement dans le cas des épidémies, que les traitements de santé ne concernent que l'individu. Et donc, estimer la rentabilité de l'hôpital juste sur la facture que va payer le patient vu comme un client, c'est un non-sens. Il faut revenir à l'idée que c'est une pièce qui est indispensable au fonctionnement de la société et qui doit être financée à cette aune-là et pas à l'aune de ce que va payer le patient. Donc un financement de la part des pouvoirs publics, notamment puisqu'on n'a aucun problème en tant qu'infirmier ou infirmière à prendre du temps avec un patient qui est en fin de vie ou dans des actes plus humains que médicaux. J'ai bien entendu. Seulement, il y a eu par exemple cette proposition fond blouse blanche revalorisée, c'est un terme que vous avez utilisé. Néanmoins, j'ai pas le sentiment que ça ait beaucoup créé des vocations. Il y a quand même un problème plus profond qui est la difficulté de générer une vocation à cause de l'image et de la réalité de ce métier. Je pense qu'on doit repenser profondément le métier des soins et particulièrement dans notre pays le métier des infirmiers et infirmières. Très clairement, on doit plus valoriser, pouvoir aussi varier au cours du temps le type de soins que l'on donne. C'est pas toujours évident de se retrouver toujours au lit du malade en salle avec des pathologies graves, alors qu'on pourrait développer des consultations de pratique avancée pour des infirmières qui pourraient soulager des actes médicaux, les faire à moindre coût par ailleurs. Mais c'est pas existant ça déjà ? La médecine du voyage qui peut être faite par un infirmier, tel que des les infirmiers changent de poste au fur et à mesure de leur carrière. Oui, mais il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas encore disponibles. On doit réinventer, être inventif par rapport à tout ça pour pouvoir attirer des vocations et pour pouvoir aussi aménager des carrières pour qu'elles soient moins lourdes durant toute la vie et tout le parcours jusqu'à 67 ans
que doivent faire nos soignants. C'est-à-dire qu'il y a une période de 10 ans qui est souvent mise en avant. Souvent, ces carrières-là durent 10 ans et après on arrête. On pourrait aménager quelque chose où effectivement il y aura un moment d'intensité, où on est au front quand on est jeune et qu'on en veut, et qu'ensuite on participerait à des actes médicaux, disons, plus doux, peut-être aussi très intéressants et qui seraient profitables au sentiment d'une carrière, quoi. Tout à fait, c'est mon sentiment. C'est un sentiment de nouveau de béotien, clinicien sur le terrain. Et je vois quand je travaille avec les infirmières en consultation, tout l'épanouissement que l'on peut avoir et tout l'enrichissement qu'il existe entre le médecin et l'infirmier qui ont des points de vue différents dans le soin et des accompagnements des patients totalement différents. Raphaël Jungers. Oui, donc je voudrais dire que je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit et c'est fondamental. Il faut rappeler que cette crise, c'est avant tout une crise des infrastructures hospitalières qui, dans les dernières décennies, ont souffert d'une vision capitaliste, productiviste et on en est arrivé là. Et donc, effectivement, à long terme, tout ce qui a été dit est capital. Mais je voudrais insister aussi sur le fait qu'il faut arrêter de repousser le long terme à demain. Qu'est-ce qui a été fait depuis maintenant 2 ans qu'on sait que c'est la raison de la crise? La vraie raison, c'est qu'on est dans un système en flux tendu. Et d'ailleurs, on le voyait déjà les années précédentes avec les épidémies de grippe, etc. Il y a des choses à faire à court terme. Philippe Devos le rappelait dans le journal ce week-end. Il y a 50% des infirmiers qui sont dans la nature. Il faut à court terme les rappeler, les convaincre qu'ils peuvent aider. On pourrait imaginer que les militaires viennent aider en renfort les hôpitaux. Il faut arrêter de dire « Oh, ça c'est trop compliqué, on va plutôt prendre des mesures one size fits all et ne pas prendre le problème à la racine. » Et donc, à court terme aussi, faire venir des gens pour aider et penser à des services de soins intensifs qui sont à géométrie variable, qui sont agiles. Nous avons posé un certain nombre de questions sur la table pendant cette émission. Évidemment, le but était de ne pas répondre à la question principale, comment stopper la chaîne de transmission du virus, mais d'en proposer d'autres. Et j'espère que ça vous a éclairé, chers téléspectateurs. Merci à nos invités d'avoir bien voulu répondre à l'invitation. Merci à l'équipe de réalisation et de production. L'information continue sur LN24, où j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin à l'aube dans la matinale. Portez-vous bien.